Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Stay Connected, le podcast d'Orisha, pour ceux qui ne connaissent pas. On va parler intelligence artificielle aujourd'hui, IA, en compagnie d'Aymeric Taspino, le CTO d'Orisha, le Chief Technology Officer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Aymeric, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et très content d'être ici pour le podcast. Donc moi, je suis chez Orisha depuis maintenant bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans au mois de juin. Et donc avant, j'ai eu un parcours dans des sociétés de services, notamment sur des gros projets de transformation vers le cloud. Et puis j'ai eu également un parcours entrepreneurial puisque j'ai monté une société spécialisée dans le FinOps, donc l'optimisation des coûts dans le cloud, avec une activité d'édition de logiciels juste avant de rejoindre Orisha. Super, très beau parcours. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on parle beaucoup d'IA générative en ce moment. C'est quoi en fait, en quelques mots ? Alors effectivement, c'est la question un petit peu qui revient beaucoup en ce moment. Donc l'IA générative, c'est une intelligence artificielle qui, à partir d'un contexte, à partir d'un certain nombre d'informations qu'on va lui donner, va être capable de générer du contenu nouveau qui n'existait pas avant et qui est unique en quelque sorte. Donc l'exemple dont on entend beaucoup parler, c'est ChatGPT, le produit d'OpenAI. Donc effectivement, pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, on va lui donner un prompt, donc une instruction. C'est ça qui va lui servir de contexte. Et avec ce prompt, il va générer une réponse qui est unique et qui est produite vraiment pour l'utilisateur à un instant T. Voilà. Et GPT, ça veut dire donc générative pour la partie IA générative et pre-trained, parce que toutes ces intelligences artificielles, elles ont eu besoin auparavant d'être entraînées sur un grand nombre de données pour être capables justement de générer du contenu nouveau. Je vous l'ai dit, on va apprendre plein de choses là. C'est chouette. Et est-ce que tu peux aussi nous démystifier un petit peu justement cette notion d'IA générative pour les personnes qui pourraient être un petit peu, je trouve pas le terme. Déboussolé, perdu, voilà, effrayé à l'idée de travailler potentiellement avec l'IA demain au quotidien. Ben justement, c'est tout l'avantage de cette nouvelle génération quelque part d'intelligence artificielle, c'est que c'est toute la puissance de l'intelligence artificielle sans la complexité, puisque ce sont des modèles qui sont pré-entraînés, donc qui sont sur lesquels on n'a pas besoin de faire de la configuration, on n'a pas besoin de comprendre grand-chose à ce qui se passe, au principe de réseau de neurones, etc., qui étaient un peu les concepts jusqu'ici de l'intelligence artificielle. Tout ça a été déjà préfait par les utilisateurs et on a un produit, on a accès, nous, en tant qu'utilisateur final, à un produit clé en main qui fonctionne et qu'on peut utiliser en langage humain et courant, comme n'importe quel moteur de recherche jusqu'ici, par exemple, ou un petit peu aussi comme on pourrait le faire avec un Alexa ou un Google Home quand on pose une question à ces outils-là. Ouais, l'usage de l'IA aujourd'hui, en tout cas de la techno, elle est assez courante dans le commun des mortels. Tu parlais d'Alexa, etc., de Google Home. À titre personnel, moi, j'utilise Google Home tous les jours quand je cuisine, avec le minuteur, etc., la météo, tout ça. Dans le B2B et dans les usages métiers en tant que tels, est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité d'exposer des succès remarquables ? Et si c'est le cas, chez Orisha, ça se traduit comment, par exemple ? Oui, alors effectivement, il y a énormément de cas d'usage dans toutes les entreprises, chez Orisha, mais aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on va vraiment avoir ces cas d'usage qui sont présents. Je compare souvent l'intelligence générative à l'arrivée de l'informatique un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on va avoir assez rapidement les mêmes différences entre une société qui utilise l'IA générative et une société qui ne l'utilisait pas, qu'on pouvait l'avoir il y a 20 ans entre une société qui était informatisée et une autre qui n'était pas informatisée. Bon, je dis 20 ans, peut-être un peu plus, parce que maintenant, quand même, ça doit être à peu près généralisé, l'informatique. Mais voilà, néanmoins, c'est le même genre de transformation et qui doit faire énormément gagner en termes d'efficacité opérationnelle pour les sociétés. Nous, au sein d'Orisha, on va avoir tout un tas d'usages de cette intelligence artificielle. Le premier usage, ça va être de fournir dans nos logiciels des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle générative qui vont venir simplifier la vie de nos clients et de nos utilisateurs.
Par exemple, dans l'immobilier, on a le use case de la génération automatique d'une description d'annonce immobilière à partir d'un certain nombre de critères techniques, d'une description de bien qui peut être technique, voire même d'une photo, puisqu'on a maintenant des intelligences artificielles qui sont capables de décrire ce qu'il y a sur une photo et donc de générer du texte de manière automatique. On va avoir aussi des use cases dans la santé, par exemple, avec de l'analyse de radio dentaire et pour pouvoir accompagner les praticiens dans l'identification des pathologies ou des plans de soins qui seraient nécessaires. Donc vraiment, dans tous nos domaines et dans tous nos secteurs d'activité, on va avoir tout un tas de use cases. Ok. Donc en fait, ça, c'est des fonctionnalités qui sont aujourd'hui existantes, qu'on est en mesure de proposer à nos clients. Est-ce qu'on peut capitaliser sur l'IA pour créer un produit ou un service from scratch ? Oui, complètement. On peut avoir vraiment tous ces use cases-là. Ils peuvent être soit suffisamment, quelque part, impactants et disruptifs pour justifier la création d'un service complet, soit parfois ça va être simplement automatiser un petit peu plus, simplifier un petit peu plus un service qui était existant. Un service, par exemple, on va venir scanner une pièce administrative et on va pouvoir venir traiter de manière plus facile les données qui sont présentes sur cette pièce pour pouvoir le charger en base de données. On a vraiment tout un tas de cas d'usage sur lesquels on va être vraiment simplement plus efficace dans ce qu'on faisait avant déjà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement une histoire dans les logiciels et qu'on pousse un peu tout le monde à l'utiliser dans une entreprise. Les développeurs, on les pousse à l'utiliser pour qu'ils soient plus efficaces dans leur développement, automatiser une partie de leur développement, de leur documentation sur leur code, donc pouvoir demander à l'IA générative de documenter un code existant ou de tester un code existant. Et même dans les métiers qui sont moins techniques, la RH, le marketing, la finance. En marketing, par exemple, on pourrait demander automatiquement de générer le contenu d'un podcast. Peut-être qu'on est en intelligence artificielle, vous n'êtes pas certain que ce soit vraiment nous. Effectivement, c'est nous pour le coup. Ou dans la RH, par exemple, pour une fiche de poste ou une fiche de recrutement. Voilà, c'est des choses où l'intelligence artificielle va être entraînée pour faire ça, sortir un premier travail et puis qui va nous permettre après d'itérer dessus et de gagner du temps. Je constate qu'on a une utilisation de l'IA finalement hyper facilitée et hyper accessible. On a parlé, en tout cas beaucoup dans la presse la semaine dernière, il y a quelques semaines, de Sora, qui te permet de générer des vidéos, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites aujourd'hui. C'est quoi les prochains défis de l'IA générative ? Alors effectivement, les limites, ça va être un peu les limites qu'on se donne nous. Par contre, les défis, il y en a vraiment énormément, parce que tout ce mécanisme pose tout un tas de questions auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses. Par exemple, la première question, c'est sur le modèle en tant que tel. Donc, c'est des modèles qui ont été pré-entraînés, donc qui ont utilisé un set de données pour fonctionner, pour apprendre à fonctionner. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont forcément biaisés par rapport à l'apprentissage qu'ils ont eu. Et donc, la génération de contenu qu'ils vont faire va dépendre de l'apprentissage qu'ils ont eu. Ce serait un peu comme un élève à qui on aurait donné tout un tas de cours avec une certaine vision du monde. Et quand on lui pose une question, il répondrait par rapport à cette vision du monde et pas par rapport à une autre vision du monde. Et donc, ça peut parfois, effectivement, biaiser un petit peu le contenu. On a des enjeux aussi autour de la propriété intellectuelle. Oui. Donc, la propriété intellectuelle de la donnée qui a été utilisée pour l'apprentissage des intelligences artificielles, mais aussi la propriété intellectuelle de la création de l'intelligence artificielle. À qui appartient vraiment ce contenu ? Est-ce que ça appartient à la donnée source ? Est-ce que ça appartient à l'éditeur du modèle en question ? Est-ce que ça appartient à l'utilisateur parce que c'est via son prompt qu'il a généré ça ? On a tout un tas de questions éthiques qui se posent par rapport à tout ça. Ouais, gros sujet, l'éthique, et je pense que ça fera potentiellement un sujet pour un prochain podcast où tu seras invité, Aymeric. Du coup, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en capacité de tout faire aujourd'hui, que tout est successful dès lors qu'on touche à quelque chose avec l'IA. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure d'identifier des échecs ? Alors, des échecs, je ne dirais pas ça pour le moment. En tout cas, dans les use cases qu'on a pu faire, on n'a pas vraiment d'échecs à proprement parler.
Ce qu'on peut avoir, c'est des déceptions, où on s'attendait effectivement, comme ça a l'air très magique, on s'attend à ce que ce soit magique pour tout. Oui. Et donc parfois, on va essayer d'utiliser une intelligence artificielle, on va lui demander de faire quelque chose, et puis on se rend compte que le résultat n'est pas parfait et pas complet. Quelque part, heureusement, c'est là que l'homme prend le relais et que l'homme a toute sa valeur ajoutée. C'est plutôt dans ce sens-là où du coup, il va falloir peut-être trouver le bon modèle par rapport à l'usage qu'on veut en faire, ou voir comment est-ce qu'on peut peut-être créer un propre modèle qui est dédié à un usage spécifique et qui sera plus efficace. Donc je dirais qu'on a parfois un petit peu ces déceptions dans l'usage de l'intelligence artificielle, qui est d'une manière générale toujours le cas quand on a une nouvelle technologie. On ne comprend pas bien au début les contours de cette technologie, on commence à la manipuler, puis on est parfois un petit peu déçu de ce qui en sort. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que c'est une révolution et que c'est absolument incontournable. Ah, mais complètement. Moi, j'ai ma petite préférence parmi tous les modèles qu'on a à disposition, du GPT, du Gemini, etc. On a parlé de GPT tout à l'heure. Quels sont les autres modèles aujourd'hui qu'on utilise, en tout cas dans le B2B et chez Orisha? Alors, il y a vraiment beaucoup de modèles effectivement qui sont présents. On a beaucoup d'éditeurs qui sont présents sur le marché. OpenAI, qui est le plus connu des éditeurs, qui est celui qui pousse notamment ChatGPT et DALL-E et puis Sora, dont tu parlais tout à l'heure. On a Palm, on a Claude, on a Mistral AI, on a tout un tas d'acteurs. La plupart du temps, ces acteurs-là, ils sont adossés à des gros éditeurs de logiciels souvent américains, les fameux GAFAM. C'est pas toujours eux qui produisent ces éléments-là, mais ils ont souvent des partenariats avec ces éditeurs-là, et donc ils ont des parties prenantes. Ils sont partie prenante du travaux de ces éditeurs. Et après, à date, mais alors c'est quelque chose, je ne sais pas quand le podcast va être écouté, et c'est quelque chose d'extrêmement mouvant. Cela dit, à date, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, ChatGPT est, d'un point de vue général, le plus efficace. C'est lui qui, dans tous les benchmarks, dans toutes les comparaisons, va avoir les meilleurs scores de réussite. On leur fait passer souvent des tests sur des examens de mathématiques, de logique, etc. Et ChatGPT s'en sort vraiment extrêmement bien par rapport à tous ces sujets-là. Et puis, pour certains cas d'usage très particuliers, on peut avoir besoin d'utiliser des modèles qui ont été vraiment entraînés et conçus pour un cas d'usage particulier. Dans l'immobilier, on travaille un petit peu sur le traitement de photos de biens immobiliers. Et on a eu besoin à un moment donné d'être capable d'identifier sur une photo qu'est-ce qu'est une table, qu'est-ce qu'est une chaise, qu'est-ce qu'est une commode, etc. Et là-dessus, en tout cas, DALL-E, la partie d'OpenAI, n'était pas extrêmement pertinente par rapport à ça. Et on a trouvé un modèle qui ne savait faire que ça, mais qui le faisait extrêmement bien. Ouais. Et du coup, quand tu travailles sur tous ces sujets avec tes équipes d'intelligence artificielle, j'imagine que ça a un coût. Le Kidam, moi, quand j'utilise du GPT à la maison, j'utilise la version gratuite. Toi, à ton usage professionnel, est-ce que ça coûte cher concrètement? Alors effectivement, et puis c'est important d'ailleurs de prendre des choses qui coûtent quelque chose. L'adage, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ça. Et pour un usage professionnel, évidemment, on n'a pas tellement envie que nos données, par exemple, soient utilisées ou soient rendues publiques. Donc, on a vraiment besoin de s'assurer d'un certain niveau de confidentialité, à la fois des prompts, à la fois des données d'apprentissage et à la fois des résultats de ces modèles. Mais au final, ça coûte quand même vraiment assez peu cher. On parle de quelques centimes tous les 10 000 tokens. Un token pour les moldus, c'est à peu près une syllabe. Donc c'est une syllabe qui est envoyée en termes de prompt, donc en termes de contexte, en termes d'instructions envoyées à l'IA, ou en termes de retour. Donc on va compter toutes les syllabes du prompt ainsi que toutes les syllabes du retour. Et on parle vraiment de quelques centimes toutes les 10 000 syllabes, donc c'est vraiment assez peu cher pour un usage raisonné en tout cas. Après, avec les automatismes, parfois ça peut aller assez vite, donc il faut faire attention à ça. Mais par rapport à toute la valeur que ça peut apporter, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace qu'un temps de travail et de réflexion humain pour le même usage.
Mais comment on fait justement pour convaincre une entreprise à passer le cap de l'IA et à convaincre finalement toute une équipe à aller adopter des outils nouveaux finalement qu'il faut prendre en main, qu'il faut apprendre à dompter un petit peu aussi. Enfin, comment on fait finalement pour convaincre ces personnes ? Alors effectivement, moi, en tout cas, c'est une approche que j'ai globalement sur la technologie, c'est qu'il faut mettre les mains dedans. Donc, il faut commencer par, soit au travers de hackathons, par exemple, soit au travers de workshops spécifiques. Test and learn. Exactement, sur une demi-journée, une journée. Et on ne fait que ça, on se pose sur le sujet, puis on essaye de manipuler un petit peu la technologie et de voir ce qu'on peut en faire sortir. Mais extrêmement rapidement, à chaque fois qu'on a fait ça avec nos filiales dans le groupe, mais aussi certains de nos clients, extrêmement rapidement, on a tout de suite plein d'idées d'use case. Dès qu'on l'a commencé à le manipuler, on sait exactement ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir apporter de la valeur dans nos produits. Donc, je dirais la clé, c'est vraiment la manipulation et de se lancer. Ouais. Donc j'ai l'impression en fait que tout ça, même si on délègue finalement une bonne partie de nos tâches à de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le domaine professionnel, en fait l'humain reste indispensable. On parle beaucoup d'impact de l'IA sur les emplois, etc. Il y a des entreprises qui ont été du coup confrontées à ça, à des licenciements en masse parce que IA oblige, etc. Comment tu vois les choses, toi, sur ce pan-là de l'actualité ? La phrase qui revient souvent par rapport à l'emploi et à l'IA, c'est qu'on ne va pas être remplacé par un robot ou par une IA générative. Par contre, on sera probablement remplacé par quelqu'un qui utilise un robot. Et en fait, je pense que c'est une façon assez, peut-être un peu provoque, mais de montrer qu'il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette tous. Il faut qu'on regarde ce que ça peut nous apporter à titre individuel, à titre d'entreprise, pour notre logiciel et puis pour tous les usages qu'on peut en avoir. Il faut qu'on s'y mette pour ne pas se retrouver dépassé quelque part. Ce qui est sûr, c'est que l'utilisation de l'IA générative et la bonne utilisation de l'IA générative, toutes ces compétences qu'il faut avoir sur comment j'utilise un prompt, comment je peux paramétrer notamment la température d'une IA générative. La température, c'est l'imagination de l'IA générative. On peut lui demander d'être plus ou moins imaginatrice, je ne sais pas, ou d'être vraiment très sûre de ce qu'elle va dire et de ne se baser que sur la documentation qu'elle a eue pour son interprétation. Donc tout ça, il va falloir maîtriser un petit peu tous ces sujets-là en tant que nous, utilisateurs de l'intelligence artificielle. Et donc, il va y avoir un vrai savoir-faire à l'usage de l'intelligence artificielle. Ça va très vite, demander à n'importe quel étudiant au collège ou au lycée, ils savent extrêmement bien s'y prendre puisqu'ils l'utilisent au quotidien, parfois dans des contextes pas toujours recommandables, mais ils sont extrêmement compétents là-dessus. Et effectivement, ça va être de moins en moins important, par exemple dans le monde du développement, de savoir spécifiquement coder dans tel ou tel langage, mais plutôt de savoir utiliser ce genre d'outil qui est très, très, très généraliste et qui va nous aider à nous adapter aux prochaines évolutions technologiques. Oui. Donc en tant qu'entreprise, si tu ne fais pas le pari de l'IA, tu restes sur la touche, quoi. C'est un peu le risque. Et effectivement, c'est un peu le risque. Au même titre que ça l'a été pour l'informatique, au même titre dans une autre époque que ça a été au moment de la révolution industrielle sur l'automatisation globale des procédures. C'est vraiment le même genre de bouleversement qui nous attend. Et je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment aussi l'occasion de passer devant, l'occasion moi, je suis très reconnaissant de vivre cette révolution technologique et d'être vraiment acteur de cette révolution technologique et de pouvoir produire autant de valeur dans nos logiciels. On est ravis en tout cas de voir que les choses évoluent en sens chez Orisha et puis c'était hyper passionnant de t'écouter parler de tout ça. J'ai appris plein de choses. Il y a d'autres sujets qu'on va couvrir dans d'autres épisodes avec toi à mes côtés et aux côtés de Jérôme. Merci Aymeric. Pour ta présence. À très vite et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui sur Stay Connected. Merci beaucoup.